Ok, maintenant on va voir le clonage moléculaire. Donc le clonage moléculaire, c'est une technique d'ADN recombinant in vivo avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est de multiplier une séquence d'ADN pour augmenter sa quantité. On peut aussi induire des modifications, donc des mutations ou des délétions, pour étudier sa fonction. Et enfin, on peut introduire cette séquence d'ADN dans une cellule. Et ça, c'est le phénomène de transfection. Donc, comment on va faire? En gros, on a un vecteur. Donc, un vecteur, c'est une autre molécule d'ADN. Et on a l'ADN, l'ADN qu'on veut mettre. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va couper l'ADN en plusieurs morceaux pour avoir vraiment qu'un seul fragment qui est l'ADN cible. Et cet ADN cible, on va en fait l'introduire dans le vecteur. Et du coup, on va couper le vecteur, on va introduire l'ADN cible, et puis on va lier. On va relier en fait. Comme ça, on a un vecteur qu'on appelle un vecteur recombinant. Ce vecteur recombinant, c'est une molécule chimérique, c'est-à-dire que c'est un ADN plus une autre molécule. Donc, comme je l'ai dit, on va couper grâce aux enzymes de restriction qu'on a vu tout à l'heure, et on va coller grâce à oligase. Donc, le but du clonage, c'est d'amplifier l'ADN par clone. Comment on va faire ça? Donc, la première étape, c'est, comme je l'ai dit, de fractionner l'ADN. Donc, l'ADN, c'est soit un ADN génomique, donc provenant du noyau, ou un ADN complémentaire, donc un ADN C. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ADN qui provient d'un ARNM, donc grâce à la rétrotranscriptase. Cet ADN C, il est très important parce qu'il peut nous donner des informations sur la protéine. Parce que comme on vient d'un ARNM, on a déjà toutes les informations de la protéine qui va être produite. Donc, on sait que... on sait vraiment la protéine précise, quoi. Du coup, on peut savoir toutes les informations de la protéine. Ensuite, on va insérer l'ADN cible dans le vecteur. Donc, dans le vecteur qui peut se répliquer, donc qui a une origine de réplication grâce à la ligase. Le vecteur recombinant, il va être introduit dans une bactérie par le processus de transformation qu'on va voir après. On va sélectionner les bactéries transformées et on va cultiver ces trucs pour les amplifier plutôt. Ça, on va voir les étapes là, on va les voir après, mais d'abord, on va voir comment... Attends. Voilà. On va voir les types de vecteurs et les conditions pour choisir un vecteur. Donc il y a des plasmides, il y a des cosmides qui sont des virus et des bactéries ensemble. Il y a des chromosomes artificiels de bactéries ou de levures. Et il y a des virus et des bactériophages. Donc des bactériophages, c'est des virus qui infectent des bactéries. Donc comment on peut choisir le vecteur? Si on a des fragments d'ADN qui sont plutôt petits, on va utiliser des plasmides. Mais si on a des fragments d'ADN qui sont très grands, on va utiliser des chromosomes artificiels. Donc les chromosomes artificiels, c'est des vecteurs artificiels qui sont constitués de séquences spécifiques qui sont identiques au chromosome de l'autre. En gros, c'est une copie du chromosome de l'autre. Comme ça, on est sûr et certain Enfin, ça doit être spécifique, quoi. Les vecteurs... Ah oui, ces chromosomes spécifiques, ils ont des conditions pour les utiliser. Donc, ils doivent avoir une origine de réplication qui est en phase avec les origines du chromosome naturel. Ils ont une région centromérique pour les eucaryotes. Ils ont un site unique de clonage. Ils ont un ou plusieurs marqueurs de sélection, c'est-à-dire des gènes de résistance aux antibiotiques. Et c'est plus ou moins pareil pour les vecteurs en général. Donc ils doivent tous avoir une origine de réplication. Ils doivent posséder un polylinker ou un site multiple de clonage, c'est-à-dire une séquence où il y a plusieurs sites de restriction. Ils doivent posséder un marqueur de sélection, c'est-à-dire un gène de résistance à l'antibiotique, et ils doivent supporter l'insertion d'un fragment d'ADN plus ou moins grand. Donc, donc comment on va introduire un plasmide dans une cellule hausse, donc dans une bactérie? C'est grâce à la transformation artificielle. Donc, c'est des techniques artificielles, il y en a plusieurs. La première et la plus courante, c'est l'électroporation. Donc, on va créer des micro-fissures dans la bactérie pour ouvrir la paroi et intégrer les plasmides recombinés. On peut aussi ajouter des ions et provoquer un choc thermique. Maintenant, comment on peut savoir quelles sont les bactéries qui ont inséré un plasmide et quelles sont celles qui ne l'ont pas? Donc, ça, c'est les bactéries avec un plasmide. Et ça, c'est les bactéries sans plasmide. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre dans un milieu avec un antibiotique. Comme on l'a dit tout à l'heure, les vecteurs, donc les plasmides pour les bactéries,
ils sont obligés d'avoir une séquence d'un gène de résistance à l'antibiotique. Donc si on met dans un milieu, si on met la bactérie dans un milieu où il y a de l'antibiotique, elles doivent survivre parce qu'il y a un gène de résistance. Donc les bactéries qui ont un plasmide, elles survivent. Par contre, elles n'ont pas de gène de résistance à l'antibiotique, donc elles vont mourir. Donc maintenant, on est sûr et certain d'avoir que des bactéries qui ont un plasmide. Quand on a ça, on va changer de milieu pour avoir des bactéries dans le milieu, le nouveau milieu, pour avoir des bactéries qui n'ont que des plasmides. Maintenant, le problème, c'est que là, on n'a que des bactéries avec des plasmides, on est d'accord. Mais les plasmides, ils peuvent être soit nus, ou soit avec l'ADN cible. Pourquoi ils peuvent être nus? Parce que des fois, ils se referment trop vite, ou alors il y a un mauvais insert de l'ADN cible. Donc maintenant, comment on peut savoir quelles sont celles qui ont un insert fonctionnel, donc le gène d'intérêt, donc l'ADN cible? C'est grâce à l'hybridation moléculaire. Donc en gros, on va copier l'empreinte de ces bactéries dans un... C'est où que j'ai... Ouais, voilà. Donc on va copier l'empreinte dans un filtre de nitrocellulose sur la boîte de Petri pour copier l'empreinte des colonies bactériennes sur le filtre. Après, quand on a ça, on va dénaturer avec une soude de NaOH. Celle-ci va casser les liaisons hydrogènes pour avoir un ADN simple brun. L'ADN simple brun, donc c'est l'ADN du vecteur en gros, il va être hybridé à une sonde. Si l'ADN simple brun contient l'ADN cible, il va être hybridé avec la sonde, et du coup, c'est une sonde radioactive ou fluorescente qui va se fixer par complémentarité du coup. Et du coup, comme elle va être hybridée, on pourra relever le signal. Donc, par exemple, si c'est une sonde radioactive, on peut le faire par autoradiographie. Ouais, voilà, par autoradiographie. Et du coup, on va observer des taches dans la boîte de Petri. Si on observe des taches, c'est-à-dire que les bactéries avec les taches, c'est les bactéries qui ont inséré l'ADN cible. Par contre, les bactéries sans taches, qui restent transparentes dans la boîte de Petri, c'est les bactéries qui n'ont pas été hybridées à la sonde et qui n'ont pas l'ADN cible du coup. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la boîte de Petri et on va gratter les taches et on va les mettre dans dans une nouvelle boîte de culture pour amplifier les bactéries avec uniquement l'ADN, les bactéries qui ont intégré le plasmide et le plasmide qui a intégré l'insert fonctionnel. Qu'est-ce qu'on obtient? Dans la boîte de Petri, on obtient une bibliothèque d'ADN recombinant, c'est-à-dire des milliers et des milliers de bactéries avec le plasmide, avec le gène d'intérêt, quoi. Il y a deux types de banques d'ADN, donc de bibliothèques d'ADN. On a soit les banques génomiques ou les bandes d'ADN complémentaires. Les bandes génomiques, il y a des milliers de fragments, elle est spécifique de l'espèce, et les séquences transcrites contiennent les exons et les introns. Pourquoi? Parce que en gros, les banques génomiques, c'est vraiment... En fait, on part de l'ADN directement. Quand on part de l'ADN directement, on a vraiment toutes les informations possibles. On a les exons, les introns, tout ça. Ensuite, les séquences non transcrites, elles comportent les origines des réplications, les centromères, les télomères et les séquences régulatrices, donc les promoteurs. Il y a aussi des séquences répétées et uniques. Et le nombre de séquences correspond à leur nombre dans le génome. Le vecteur qu'on utilise, c'est les chromosomes artificiels. Pourquoi? Parce que, en gros, les banques génomiques, vraiment, c'est les ADN entiers, en fait. Les ADN entiers, ils sont très longs. Donc, on utilise les chromosomes artificiels. Ensuite, il y a les banques d'ADN complémentaires. Les bandes d'ADN complémentaires, en fait, l'ADN complémentaire, comme on l'a dit tout à l'heure, ça provient des ARNM, grâce à la rétrotranscriptase. Donc, en fait, l'ARNM, c'est lui qui contrôle un peu l'expression des gènes. Donc, il reflète l'expression des gènes. Elle contient uniquement les séquences des exons. Pourquoi? Parce que l'ARNM, il a subi des maturations. Donc, en gros, il contient que les exons, il ne contient pas les introns.
Les vecteurs qu'on utilise, c'est les plasmides parce que, encore une fois, c'est beaucoup plus court, donc on utilise les plasmides. Et le nombre de copies de chaque séquence correspond au taux d'expression du gène et est spécifique de la banque.